Bonjour mesdames et messieurs. Heureux de vous retrouver après la journée passée sur un segment bilatéral au Monténégro. Nous allons nous retrouver pour un sommet en Union européenne-Balkans. Je veux d'abord dire ici le soutien que nous apportons à tout le travail qui est en cours et qui est conduit par les autorités du Monténégro pour rejoindre l'Union européenne. Les choses ont beaucoup avancé, les discussions d'hier ont été fructueuses et je souhaite que les prochains chapitres puissent ainsi être écrits et complétés pour que dans les meilleurs délais, le Monténégro puisse nous rejoindre. Les discussions d'hier, de manière informelle, ont commencé, elles vont se poursuivre aujourd'hui sur la question de l'élargissement de notre Union européenne aux Balkans occidentaux. Comme vous le savez, la France a porté la rénovation de cette méthode en 2020, qui maintenant repose sur des mérites propres, c'est celle que nous soutenons, qui permet en toute transparence d'avoir les réformes, d'avoir l'acquis communautaire qui est intégré par les pays qui rejoignent l'Union européenne, mais avec un processus qui est rythmé. Nous avons proposé avec l'Allemagne, et on va en discuter dans un instant, qui est justement un processus d'intégration graduelle renforcée qui puisse se faire, c'est-à-dire pour parler concrètement, quand un pays a avancé et a réussi à intégrer l'acquis communautaire dans un sujet, qu'il puisse commencer à intégrer les formats de l'Union européenne sur ce sujet. Donc on va là parler avec l'ensemble des pays des Balkans occidentaux sur cet agenda, qui est évidemment celui de nos liens, qui est aussi celui des perspectives d'élargissement et qui est très important d'un point de vue géopolitique, parce que dans cette région aussi se joue l'indépendance de l'Europe sur le plan énergétique, sur le plan de la sécurité, sur le plan des routes migratoires. Et donc c'est très important de pouvoir avancer. Au-delà de ça, nous allons pouvoir revenir sur d'autres sujets, le plan de croissance avec les Balkans et évidemment les sujets bilatéraux. Je vais répondre sur cette question-là, mais peut-être si vous avez d'autres questions en cohérence sur l'international. Volodymyr Zelensky a écrit à Vladimir Poutine. Qu'est-ce que vous pensez surtout? Quelle est la stratégie derrière? Est-ce qu'il est temps de reprendre des négociations directes avec le Kremlin? Nous avons toujours défendu des négociations directes entre l'Ukraine et le Kremlin. Et je vais être très simple avec vous. Je pense que ce sont aujourd'hui l'Ukraine et la Russie qui peuvent bâtir à la fois un cessez-le-feu et un plan de paix. Ce sont les Européens qui peuvent y aider, en tant que nous sommes de très loin les premiers contributeurs à l'effort de guerre ukrainien. Et ce sont les Européens qui doivent à un moment donné autour de la table des discussions pour un plan de paix, parce qu'il s'agit d'une architecture de paix et de sécurité pour les Européens compte tenu de la géographie. Donc je pense que c'est une bonne initiative et que c'est une bonne chose qu'il y ait des discussions qui puissent se reprendre. Non, alors pas la rédaction parce que l'Ukraine est un pays souverain, mais avec le Royaume-Uni et l'Allemagne, nous sommes très étroitement coordonnés. Nous nous verrons avec le président Zelensky dans quelques jours et nous sommes là pour à la fois évidemment organiser le soutien dans le cadre de la coalition des volontaires et le structurer. Et à cet égard, j'ai invité 13 et 14 juillet prochain l'ensemble des contributeurs à la coalition des volontaires à venir à Paris pour notre 14 juillet pour avoir une réunion de cette coalition de manière structurée. Mais nous sommes aussi tout à fait désireux de structurer des discussions, un échange avec la Russie sur ce qui est de nos intérêts communs, c'est-à-dire notre propre politique de sécurité, la politique de voisinage et évidemment défendre les intérêts de l'Ukraine. Merci beaucoup. Écoutez, je crois que nous sommes tous depuis les premières heures de ce drame absolu aux côtés de la famille de Liana, de tous ses amis et de ses proches. Et je veux ici dire évidemment la solidarité, l'affection de la nation tout entière. Et c'est un moment d'abord évidemment de recueillement, d'affection, de soutien et de pensée. À côté de ça, j'ai eu l'occasion ces derniers jours d'échanger avec le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre. Le Premier ministre, et nous nous sommes parlé hier soir et ce matin, a vu ce matin le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur. Il est clair qu'il y a un dysfonctionnement et que nous ne pouvons pas ne pas voir que des failles se sont révélées. Il faut maintenant les clarifier. Et donc, ce que le gouvernement va faire, c'est de se mettre en situation, avec des enquêtes très rapides, et j'ai demandé qu'elles soient le plus rapides possible, et bien de pouvoir clarifier aussi les responsabilités qui sont à l'œuvre. Mais les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer, c'est une évidence. Et donc c'est inacceptable. Et donc au-delà, évidemment, de Liana, et c'est indépassable pour ses parents, et je redis ici la peine de la nation, nous devons clarifier évidemment ce qui s'est passé pour Liana, pour sa famille, et pour aussi potentiellement toutes les autres victimes. Mais ceci
participe de l'effort que nous organisons avec le gouvernement, cela depuis des années, par le réinvestissement que nous avons fait pour la justice et pour l'intérieur. Et moi, je ne veux entendre aucun argument de moyens dans cette affaire. Parce que depuis 2017, j'invite chacun à regarder les moyens qui ont été mis dans la gendarmerie, dans la justice. Bon. Donc c'est une question de réponse, de fermeté, d'organisation, de responsabilité. Donc elles doivent être établies. Mais ça participe aussi de cet effort qui est fait sur la protection de nos enfants. Et aujourd'hui, nous avons un système collectif, je dirais, du système judiciaire à ce qui est fait par l'aide sociale à l'enfance plus largement, qui doit être encore amélioré et rehaussé. Voilà. En tout cas, je ne vais pas ici préempter le débat. Les choses, on ne peut pas accepter ce qui s'est passé. On ne peut pas accepter ce qui s'est passé. On ne peut pas regarder en face sa famille et lui dire que tout s'est bien passé. C'est faux. Donc comme vous, je suis choqué par ce qui s'est passé et par ce qu'on entend. Maintenant, on doit les clarifier en bon ordre. On doit laisser le temps minimal aux inspections qu'on a mandatées pour pouvoir clarifier cette situation. Et sur la base de travaux qui auront été établis, pouvoir justement, à ce moment-là, voir quelles sont les responsabilités collectives, systémiques, et les responsabilités éventuellement individuelles, et prendre toutes les mesures requises. Mais on ne lâchera pas. Merci beaucoup. Comme je connais bien la mentalité et l'âme, je ne dirai pas les choses comme vous venez de le dire, parce que c'est la moins bonne façon d'obtenir le résultat. Mais je pense, que je l'ai plusieurs fois répété, que l'opération spéciale de février 2022 ne s'est pas déroulée comme il nous était dit. Et qu'aujourd'hui, plus de 4 ans après, la Russie ne gagne plus de territoire, elle en a même perdu ces dernières semaines, qu'elle a des blessés et des morts en centaines de milliers, et même au-delà, qu'elle a permis à l'OTAN de s'étendre sur la Baltique, avec justement 2 États qui étaient neutres jusque-là et qui ont rejoint la Finlande et la Suède, notre famille à l'OTAN, et elle a montré les limites de sa défense. Maintenant, mon souhait, c'est plutôt de regarder l'avenir et de dire comment on arrive à réorganiser un dialogue pour construire le cessez-le-feu et la paix. Et je pense que c'est l'intérêt de l'Ukraine et de la Russie. Et comment on arrive à trouver les solutions sur tous les sujets contentieux, les garanties de sécurité dans la durée pour l'Ukraine, et comment on rebâtit aussi une paix pour notre Europe dans la durée. Et c'est ça notre devoir collectif. Et je pense que c'est le moment, compte tenu de l'évolution de la situation. Tous ceux qui nous disaient il y a 6 mois que l'Ukraine allait s'effondrer, que l'Ukraine n'allait pas passer l'hiver, qu'il fallait se presser d'accepter l'inacceptable, les Ukrainiens, avec force, courage, leur ont encore une fois donné tort. Maintenant, c'est à nous de savoir aussi bâtir une paix durable. Et c'est ce qu'on fait maintenant depuis des années. C'était aussi ce qui était au cœur de l'initiative que nous avions prise en février 2024, quand j'avais souhaité qu'on réenclenche pour donner créer de l'incertitude stratégique aux côtés de l'Ukraine. C'est ce qu'on a fait en février 2025 en lançant la coalition des volontaires à Paris en réaction au risque d'abandon de l'Ukraine. C'est ce qu'on a consolidé en janvier 2026 par le sommet de Paris, où on a planifié le soutien à l'Ukraine en obtenant des garanties ultimes américaines. Et aujourd'hui, c'est ce qui doit nous permettre justement de discuter, négocier, conclure, je l'espère, cette paix durable. J'échange régulièrement avec le président Trump et j'étais encore avec lui il y a 5 jours au téléphone sur à la fois l'Iran et ce sujet pour lui redire que les Européens prennent leurs responsabilités, mais qu'il fallait maintenant une pression collective. Et je crois que pouvoir dire que l'offre qui avait un moment pu exister, qui n'était faite ni par les Européens ni par l'Ukraine, mais qui consistait à dire il faut laisser à la Russie l'intégralité du Donetsk, en tout cas tout le Donbass, c'est une offre qui n'a jamais existé pour les Ukrainiens ni pour les Européens, mais c'est une offre aujourd'hui qui ne doit plus exister, compte tenu de la réalité sur le terrain. Et ça, il faut que ce soit affirmé par tous. Merci. Je ne ferai jamais de commentaires publics. Je souhaite avancer, et je souhaite que le président Zelensky avance avec le président Poutine, et je souhaite que nous, on puisse avancer avec lui. Et si on veut avancer, il faut être respectueux dans les propos publics. Merci. Je pense qu'il y a des ingérences qui sont établies. Comme vous le savez, nous coopérons avec l'Arménie pour lutter contre ces interférences, ces ingérences, ces manipulations. Il est établi, y compris par nos services, qu'il y a eu des ingérences massives venant de la Russie contre les élections en Arménie. Mais je sais que c'est un grand peuple qui tient sa souveraineté, son indépendance. Nous aiderons à démasquer toutes ces ingérences. Et je souhaite le meilleur à la démocratie arménienne. Et j'étais aux côtés du Premier ministre il y a quelques semaines, comme vous le savez, pour
ce sommet de la communauté politique européenne et il mène avec courage justement cette bataille pour l'indépendance. Merci beaucoup.